Dernière partie, la décomposition spectrale des opérateurs hermitiens. Ici, il s'agira de dégager un certain nombre de théorèmes que nous allons exploiter pour pouvoir traiter divers exercices. La notion de dégénérescence que nous avons déjà pris connaissance au niveau 2 nous dit que lorsque psi est vecteur propre de A et que psi est unique, c'est-à-dire que c'est l'unique vecteur propre de A avec la valeur propre A, petit a, alors A est non dégénéré. L'ensemble des vecteurs propres de l'opérateur quand A sont des états sont collinéaires. Par contre, si j'ai plusieurs psi I indépendants qui ont la même valeur propre AI, on dit que qui ont la même valeur propre A, on dit que la valeur propre A est dégénérée. Et le nombre de psi I associé à cette valeur propre A représente le degré de dégénérescence. Et là maintenant, quand on vous dit donner le spectre de A, de l'opérateur A, il s'agit de donner l'ensemble des valeurs propres que l'on obtient en résolvant l'équation de diagonalisation. Bien. L'algorithme de la diagonalisation d'une matrice a été revisité lors des révisions. Donc, chacun d'entre vous est capable de le faire de manière aisée. Donc, lorsque A est non dégénéré, son équation de valeur propre s'écrit comme ça et cela mène à la décomposition spectrale qui s'écrit sous cette forme-ci. C'est aisé, c'est pas compliqué. Donc, le premier théorème auquel nous aurons affaire est celui qui dit que les valeurs propres d'un opérateur hermitien sont réelles. La démonstration est là. Les valeurs propres d'un opérateur hermitien sont réelles. J'ai A égale à quoi? Opérateur hermitien. Ça veut dire que si je prends, c'est-à-dire que si je multiplie à gauche et à droite par phi I, ici et là, de ce côté, j'aurai ça, de l'autre côté, j'aurai ceci. Or, cette quantité-ci s'écrit encore comme ça. Bon, maintenant, phi I est vecteur propre de A avec la valeur propre AI. Cela veut dire que si je multiplie ici par phi I, je multiplie ici par phi I, je vais multiplier ici par phi I. Ça, c'est-à-dire que ceci multiplié par le bras phi I va me donner 1 et va me rester AI. Or, d'autre part, cette quantité-ci, en vertu de ce résultat-ci, cette quantité-ci va me donner ce résultat. Si ça est égal à ça, ça veut dire que ça est égal à ceci. Autrement dit, AI est réel. Donc les valeurs propres d'un opérateur hermitien sont réelles. Les vecteurs propres d'un opérateur hermitien correspondant à deux valeurs propres différentes sont orthogonaux. Ce monsieur a pour valeur propre ça. Ce monsieur a pour valeur propre ceci. On l'a vu tout à l'heure avec l'opérateur parité. Les valeurs propres, c'est-à-dire qu'on a trouvé que dans ce cas-là, la matrice était égale à 0. De toute façon, on va voir ça tout à l'heure. Valeur propre, phi I a pour valeur propre AI, phi J a pour valeur propre AJ, et A est différent de J. Je multiplie les deux à gauche et à droite par phi J, là. Donc ici, j'ai oublié l'indice J. Ici, ça veut dire que j'aurai ce monsieur moins ce monsieur. Ce monsieur moins ce monsieur est égal à 0. Qui va me donner donc ça moins ça, facteur de ceci. J'ai bien dit que c'était J, je l'ai oublié. Donc on a cette quantité qui est égale à 0. Or, on a dit ceci est différent de ça. Si ça est différent de ça et toute cette quantité est égale à 0, donc ça veut dire que cette quantité est égale à 0.
Autrement dit, ces deux quantités sont orthogonales. Démonstration faite, simple. Bien. Lorsque deux opérateurs commutent, l'ordre dans lequel on effectue les tests ne compte plus. C'est-à-dire que appliquer A avant d'appliquer B revient à appliquer B avant d'appliquer A. Ok. Si deux opérateurs hermitiens commutent et si psi A est vecteur propre de A avec la valeur propre A, B psi I est aussi vecteur propre de A avec la même valeur propre. Démonstration easy qui est là. Donc, vous pouvez le faire. On continue avec les théorèmes. Si deux opérateurs A et B commutent, et si celui-ci est vecteur propre de A avec la valeur propre A1, si ce monsieur est vecteur propre de A avec la valeur propre A2, et que A1 est différent de A2, alors nécessairement, on a cette quantité qui est égale à 0. C'est ce que nous venons de voir avec l'opérateur parité. Bien. Allons plus loin dans l'exploitation de ce théorème-là. Nous avons U1 qui est vecteur propre de LZ avec la valeur propre 1. On a U2 qui est vecteur propre de LZ avec la valeur propre 0. On a U3 qui est vecteur propre de LZ avec la valeur propre moins 1. Donc, on a 1, 2, 3. On a 3 états vecteurs propres de LZ avec les valeurs propres différentes. Donc, la matrice A qui commute avec LZ est telle que les éléments de matrice de A entre U1 et U2 sont égaux à 0 en vertu du théorème. Entre U1 et U3 sont égaux à 0 en vertu du propre théorème. Entre A2, entre U2 et U3 sont égaux à 0. Je reprends. Les éléments de matrice entre U1 et U2, ceci et ça, c'est égal à 0. Les éléments de matrice entre U2 et U3, U2, celui-ci et U3. Donc, les éléments de matrice sont égaux à 0. Les éléments de matrice entre U1 et U3 sont égaux à 0. Ça et ça. Donc, en définitive, la matrice qui commute avec LZ, la matrice générale qui commute avec LZ, est une matrice diagonale. N'importe quelle matrice diagonale va commuter avec LZ. Bien. Maintenant, nous cherchons la matrice qui commute, la matrice M qui commute avec LZ au carré. LZ au carré, cette fois-ci, il y a quelque chose de différent. Nous avons U1 et U3 qui sont vecteurs propres de LZ au carré avec la même valeur propre 1. Donc, la matrice M, dans ce cas, n'aura pour élément de matrice nul que lorsqu'il sera entre U1 et U2, entre U1 et U3. Donc, parce que les valeurs propres sont différentes. Donc, ça. Le reste est non nul. Voilà la forme de la matrice générale. Bien. Lorsque deux opérateurs commutent, on peut les diagonaliser simultanément. L'une des choses auxquelles vous allez être très souvent confronté, c'est de trouver, c'est-à-dire que vous avez un opérateur qui commute avec eux. On peut vous dire de montrer qu'un opérateur est une constante du mouvement. Ce qu'on vous dit en ce moment-là, c'est que vous devez montrer que cet opérateur commute avec le hamiltonien. Donc, quand vous commutez avec le hamiltonien, on dit que vous êtes une constante de mouvement. La conséquence, c'est quoi? C'est que vos états propres sont des états stationnaires. Parce que les états propres du hamiltonien sont appelés des états stationnaires. Bien. Lorsque deux opérateurs A et B commutent, on peut construire une base orthonormée de l'espace de Hilbert constituée par les vecteurs propres communs à A et B et réciproquement. Mais nous allons aller plus loin.
on va considérer un ensemble d'opérateurs et examiner s'ils forment un ensemble complet d'opérateurs compatibles, ECOC. Donc, quand on nous demandait de vérifier que un ensemble d'opérateurs constitue un ECOC, il faudra qu'on vérifie d'abord que les opérateurs sont 2 à 2 hermitiens et ensuite que la donnée des valeurs propres de tous les opérateurs A, B et C suffit à déterminer un vecteur propre commun au facteur, un vecteur propre commun unique au facteur de phase près unique. On va mieux comprendre donc dans une application. Nous avons donc dans la base phi 1, phi 2 et phi 3 deux opérateurs A et B et nous allons essayer de voir si A et B forment, si H et B forment un ECOC. Première préoccupation, est-ce que A, H et B sont hermitiens? H est hermitien parce que H est dans une base finie, ses éléments diagonaux sont réels et ses éléments non diagonaux sont 2 à 2 complexes conjugués. De même, B a sa diagonale réelle, les éléments non diagonaux sont complexes conjugués. Donc, les deux sont des matrices, sont nos opérateurs hermitiens. On va maintenant, il y a deux façons maintenant de voir si H et B commutent. On peut chercher, on peut faire le calcul de la matrice H et de la matrice B. Ensuite, faire le calcul de la matrice B et la matrice H, voir si elles commutent. Et ensuite, chercher maintenant les valeurs propres qui sont communes à H et B et vérifier si elles sont uniques. Voilà comment on peut procéder. Mais c'est un peu long. On va essayer de procéder de manière un peu plus intelligente. On va d'abord considérer ce sous-espace-ci, engendré, le sous-espace H1, engendré par ket 1. Dans ce sous-espace ket 1, nous notons que ket 1 est état propre de H avec la valeur propre plus 1. Ket 1 est état propre de B avec la valeur propre plus 1. On cherche donc H dans le sous-espace engendré par ket 1. H et B commutent puisqu'ils ont même vecteur propre et même valeur propre, donc ils commutent. Bien. Deuxième sous-espace engendré maintenant par phi 2 et phi 3. C'est la partie ombrée là. Dans ce sous-espace, on constate que H est toujours diagonal. Autrement dit, phi 2 est vecteur propre de H avec la valeur propre moins 1. Phi 3 est vecteur propre de H avec la valeur propre moins 1. Par contre, dans ce sous-espace engendré par phi 2 et phi 3, B n'est pas diagonale. Il faut la diagonaliser. Et on constate que nous l'avons déjà diagonale puisque B représente X. On connaît les vecteurs propres et les valeurs propres de B dans ce sous-espace-là. Donc, pour ceux qui ont bien travaillé, ils savent que dans ce sous-espace-là, B qui est représenté ceci a pour vecteur propre cette combinaison linéaire, constructive et destructive avec pour valeur propre plus 1 et moins 1. Bien. Donc, voilà les vecteurs propres de B avec les valeurs propres plus 1 et moins 1. On note que phi 2 et phi 3 sont vecteurs propres de ce H là dans la base-ci, engendré par phi 1, dans ce sous-espace engendré par phi 2 et phi 3, avec les valeurs propres moins 1, toujours. C'est-à-dire que je vais appliquer H ici, bien ce H2 là, ici, j'aurai moins 1 là, j'aurai moins 1, je mets un facteur moins 1. Je l'applique là,
J'ai moins 1, j'ai moins 1. Je mets un facteur, donc ça me donne moins 1. Donc, phi 3 et phi 2 sont vecteurs propres de H2 avec la valeur propre moins 1. Ok, on récapitule. Dans le sous-espace engendré par phi 1, on a trouvé que phi 1 était vecteur propre de H avec les valeurs propres H1, avec les valeurs propres 1 et 1, vecteur propre de H et B. Dans le deuxième sous-espace, alors, bon, c'est 2 ici, et là c'est 3, on trouve que ce vecteur propre-ci, c'est-à-dire que cette combinaison linéaire est vecteur propre de B avec la valeur propre 1, alors qu'elle est vecteur propre de H avec la valeur propre moins 1. Ce vecteur propre interférence destructive est vecteur propre de B avec la valeur propre moins 1, alors qu'elle est vecteur propre de H avec la valeur propre moins 1 aussi. Mais qu'est-ce qu'on constate? Comme on l'a dit, aucune ligne n'est égale à l'autre. Donc là, nous sommes dans le cas donc des vecteurs propres uniques, c'est-à-dire que nous avons ça dans les vecteurs, c'est-à-dire que ces vecteurs ne sont pas égaux à ceux d'un autre. Là, donc aucune ligne n'est semblable à l'autre. Autrement dit, donc H et B forment un SCOC. Mais maintenant, si on nous demandait est-ce que B forme un SCOC, la réponse c'est non. Pourquoi? Parce que vous avez le vecteur propre phi 1, psi 1 et psi 2 qui ont la même valeur propre. Donc les valeurs propres ne sont pas uniques. Pareil pour H. H, les valeurs propres ne sont pas... Vous avez deux valeurs propres qui sont semblables. Donc elles ne sont plus uniques. Donc ni H ni B pris individuellement ne sont des SCOC. Mesdames, Messieurs, nous avons là terminé ce chapitre dense et nous espérons que la compréhension a été aisée. Et nous vous remercions et à la prochaine. Bonsoir.